C'était pas chronologique. Enfin, j'ai cru voir que Les Enfants de la guerre avaient été datés de 82, alors qu'en fait, c'est date de 75. C'est un des tout premiers films de Jocelyne. Donc, voilà, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien voir dans quel ordre vous l'avez vu. Mais en fait, voilà, c'est plutôt Le Front du Refus en premier, Les Enfants de la guerre, puis Les Bateaux de l'exil. Et, et en fait, c'est des films qui ont eu une audience évidemment française avant tout, puisque c'est des films qui ont été vendus à la télévision française, à France 3, qui ont été diffusés dans le journal télévisé, donc il y avait une vraie audience. Et il faut se replacer un peu aussi dans l'époque, c'est-à-dire que dans les années 80, dans les années 70-80, la télé, c'était chez tout le monde regardait le JT, il n'y avait pas 50 chaînes, et donc du coup, avoir quand même l'opportunité de montrer des images comme ça au JT de France 3, alors que, bon, en plus, au niveau enfin voilà, ce qui se passait à la frontière du Liban avec Israël, disons que le journalisme français avait un certain point de vue sur cette question-là, et donc du coup, c'était quand même une chance et presque, enfin voilà, c'était quand même très important que Jocelyne ça, et puis avoir ce créneau-là. Et en même temps, justement, comme je le disais tout à l'heure, elle n'a pas du tout ce caractère très militant qui fait que les films voilà, sont trop partisans. Et à tel point que la possibilité qu'elle avait eue de rentrer dans ce camp, le camp d'entraînement du Front du Refus à la frontière syrienne, a posé des problèmes après, parce qu'elle a quand même un regard qui est un regard critique. C'est-à-dire, elle n'a pas essayé de cacher son horreur devant toute cette jeunesse qui part à la boucherie. Et elle a pas joué le jeu du tout de la propagande voilà, de la lutte, en fait, telle qu'elle était construite et par les images à l'époque, par d'autres groupes militants. Et elle a eu beaucoup de problèmes, en fait, non seulement avec le FPLP, mais aussi avec l'OLP, à cause de ça, parce qu'effectivement, ça avait semblé être complètement, presque une trahison, en fait, de profiter de la possibilité d'entrer dans ce camp-là et de faire ces images-là, et d'avoir ce traitement, en fait, là, qui pourtant va pas non plus dans le sens des médias français à l'époque. Enfin, c'était quand même la nécessité de montrer la lutte, quoi. C'était quand même pas, au moins rendre visible aussi cette nécessité de résistance. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'avais pensé à un truc. Oui, oui. Alors, il y a aussi toute cette démarche qui est celle de Jocelyne, de foncer, même s'il n'y a personne qui la suit. Et ça, c'est vraiment depuis le début de sa carrière. Et en fait, ce film-là, personne n'a voulu l'accompagner. Elle ne filme pas, Jocelyne. C'est pas elle qui filmait en général, parce que c'était pas une chef opératrice. Elle vient pas du tout du cinéma. Elle avait fait des études d'économie. Elle est arrivée à l'image par passion pour le cinéma, et parce qu'elle sentait que c'était un moyen pour s'exprimer qui était pour elle plus maniable et plus pertinent que l'écrit. Mais elle avait commencé à entrer, elle était entrée au Monde en tant que stagiaire. Elle avait essayé d'abord de faire un peu de journalisme écrit. Mais du coup, elle filme pas. Mais là, elle était partie toute seule, parce qu'en fait, personne n'avait voulu l'accompagner, parce que ça semblait être complètement insensé, en fait, d'aller dans ces endroits-là, qui sont quand même très dangereux, évidemment, et très protégés, et aussi très, très... Ben voilà, c'était quand même un groupe radical, Front du Refus, voilà, auquel tout le monde n'avait pas forcément les mêmes affinités, la même vision de la lutte non plus. Et donc voilà, c'est un film qui a fait un scoop en France. Il y a eu beaucoup de presse sur ce film. Et c'est un film qui lui a permis, en fait, de continuer à travailler au Liban, et donc du coup de réaliser son premier long métrage documentaire, Le Liban dans la tourmente, qui est le premier film, en fait, qui a été réalisé sur la guerre du Liban. C'est-à-dire qu'il a été réalisé, elle est arrivée après le 13 avril, et elle s'est dit, il faut qu'on filme ce qui se passe au Liban, parce que là, ça sent le roussi. Et elle a commencé à interroger un peu tout le monde pour essayer de faire un état des lieux de la situation. Et finalement, on a, avec ce film-là, le tout premier film sur la guerre du Liban, à une époque où peu de gens croyaient que les conflits allaient vraiment envahir le Liban. Et c'est ça qui lui a permis aussi de faire Les Enfants de la guerre, qu'elle a fait très rapidement à la suite de ça. Jocelyne Saab est née en 48, donc elle était quand même assez jeune. Elle avait 25 ans, quoi. Enfin, 27 ans.
Et elle était pas vraiment connue non plus du milieu journalistique à cette époque-là, particulièrement au Liban. Mais dès qu'elle a fait Les Enfants de la guerre, elle a eu des menaces de mort liées au fait que voilà, les milices chrétiennes qui avaient fait ce massacre-là avaient des organes de presse, et ces organes de presse avaient mis la tête de Jocelyne, avaient dessiné la tête de Jocelyne en la condamnant à mort en fait dans la presse, et les journaux étaient vendus partout, et c'était le tout début de la carrière de Jocelyne Sall, donc c'était quand même très fort. Ce qui ne l'a pas empêché par la suite de descendre dans le sud du Liban alors que personne n'y allait, pour filmer aussi l'hypocrisie de l'armée israélienne qui prétend ne combattre que les Palestiniens au sud alors qu'en fait il s'attaquait aussi aux Libanais, et à continuer à proposer ces images-là à la télévision française à une heure de grande audience, alors même que sur les plateaux de télévisés on invitait Moshe Dayan pour discuter de la situation au Liban. Et voilà, elle avait quand même cette place-là, qui était une place de choix aussi parce qu'elle était une femme et qu'elle était finalement la seule femme journaliste sur ces terrains-là, pour la télévision française en tout cas, et qui en plus, en tant que Libanaise, avait cette possibilité de discuter aussi la situation de l'intérieur et donc de donner une voix aux Palestiniens. Et c'est ça aussi qui l'a emmenée à pouvoir monter sur le bateau d'Arafat et à avoir ce choix-là. Elle a toujours été, elle s'est toujours beaucoup questionnée sur le choix d'Arafat, pourquoi elle. Et elle n'a jamais vraiment eu de réponse, parce qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de journalistes aussi arabes et peut-être beaucoup plus militants qu'elle qui auraient pu suivre le bateau, qui auraient pu suivre Arafat et les Palestiniens. Mais finalement, en discutant avec d'anciens amis de Jocelyne qui s'étaient battus aussi, enfin qui étaient beaucoup plus militants qu'elle et qui étaient prêts qui étaient pour la lutte armée et qui étaient militants fervents pour le FPLP notamment ou pour d'autres causes. Avec le recul, ces gens-là ont compris que la position de Jocelyne était peut-être la meilleure à tenir finalement, en gardant cette distance, en refusant de plaquer des discours qui ne sont pas les siens et en gardant un petit peu son regard critique. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on peut voir ces films-là et apprendre en fait de l'histoire. Et je pense que c'était ça aussi l'objectif de son travail de journaliste en tant qu'indépendante, parce que c'était pouvoir raconter les histoires qu'elle voulait raconter. Et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire à la télévision en tant que reporter, parce qu'elle s'est fait censurer quand même de nombreux reportages. Censurée, elle s'est fait charcuter un peu ses films. Elle avait fait un film en Irak où elle voulait parler des Kurdes, et en fait on ne lui a pas laissé parler des Kurdes, enfin moins que ce qu'elle aurait voulu. Elle a tourné aussi pendant la guerre d'octobre, il y avait des discours très stricts à suivre aussi, et puis elle a décidé de quitter la télévision au moment où elle était partie faire justement un reportage sur les femmes, un documentaire. C'est le début de sa carrière d'indépendante. Elle est partie toute seule faire un reportage sur les femmes palestiniennes au Liban. Et donc, du coup, les femmes qui résistent, soit en se battant pour faire des études et en essayant de communiquer autour de la question palestinienne, soit armées, en fait. Et le documentaire n'était pas passé à la télé, il a été censuré, il a été mis dans un carton et il n'est jamais sorti, en fait, du tout. Et, c'est notre association qui s'occupe de la sauvegarde des films de Jocelyne qui avons permis le tirage déjà en positif du négatif du film et sa numérisation et sa diffusion. Donc maintenant le film est disponible, mais le film n'était pas disponible jusqu'en 2019 en fait. Donc et c'est ça qui l'a conduite à vouloir réaliser ses propres films en tant qu'indépendante avec sa propre voix. Qu'est-ce que je peux raconter? Vous n'avez pas de questions? J'en aurais. Si on peut peut-être on va poser des ouvrir, questions. Je pense qu'il y a plein de questions. On a tous plein de questions, je pense. C'est juste que les gens n'osent pas. Mais on va lancer le bal. On peut peut-être lancer je le peux bal. parler comme ça, mais c'est pas. Moi, j'aimerais bien écouter vos réactions. Oui, alors merci beaucoup pour tous ces commentaires et pour ces restaurations de films. Alors moi, j'ai des questions qui vont un peu dans le sens, plus des commentaires, un peu dans le sens de ce que vous disiez. Moi, je me pose toujours des questions sur la question des images qui donneraient direct, en fait, par l'empirisme, quelque chose qui serait de l'ordre de l'objectivité. Et c'est vrai que ce qu'on remarque quand même, moi, ce qui me semble, c'est que la réalisatrice fait des choix, malgré tout, dans cette réalité qu'elle étudie. Et donc, il y a toujours cette espèce de recherche de la part des journalistes, qui peut être, ou alors des vidéastes, mais après, ça peut être la même chose pour les chercheurs en sciences sociales, je pense, hein.
Mais je pense que moi, ce qui m'a un peu interrogé dans ces films, et c'est assez intéressant que vous parliez de ça aussi, de comment ça a pu être reçu après, c'est qu'il me semble que face à des images qui sont souvent aussi violentes, il y a une question de contextualisation de quelles images on est en train de voir. Et je crois que moi, c'est ce qui m'a un peu interloqué, mais qui m'interroge régulièrement en fait sur les documentaires sur les situations de guerre et sur notamment des documentaires courts comme ça. C'est la question de la contextualisation. Par exemple, quand on voit des enfants soldats, effectivement, c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose de très difficile. Et le choix de les montrer de cette façon-là pose aussi une question en fait d'une ligne en fait qui a été prise. Et donc en fait, je pense qu'on ne peut pas échapper à la question de partisane, c'est-à-dire à la question de la prise de position à un moment donné. Et c'est peut-être aussi ce qui peut expliquer qu'elle ait été choisie par Arafat. Alors moi, je ne vais pas me faire l'historien de savoir quelles sont les raisons, les tenants et les aboutissants, mais on voit quand même effectivement qu'elle est choquée par une réalité qu'elle voit, qu'elle vit et qu'elle veut retranscrire. Mais il me semble que c'est aussi important d'avoir une réflexion sur le statut de l'image en lien avec la narration par rapport à ce contexte-là, et que c'est aussi des questions qui pourraient se poser aujourd'hui. Donc voilà. Donc après, ce choix, il peut se justifier aussi, mais il me semble que c'est intéressant de penser en fait la contextualisation ou la non-contextualisation des images, notamment dans cette histoire du massacre de la quarantaine que je ne connaissais pas moi préalablement non plus. Et donc effectivement, comment est-ce qu'on met en scène malgré tout avec l'œil de la caméra à un moment donné, est-ce qu'on dit la vérité, toute la vérité, ou est-ce qu'on ne dit pas toujours un point de vue? Voilà. Oui, non, mais ça, je pense que c'est aussi ça qui fait la force militante du cinéma de Jocelyne Saab, c'est-à-dire qu'elle se cache pas. Et bon, quelques films sont très courts et on voit pas vraiment ce développement-là, mais dès qu'elle prend le parti de réaliser un métrage plus long, alors c'est clair, c'est que son point de vue est plus que clair, c'est d'une évidence limpide, mais elle va quand même interroger les autres pour qu'on puisse avoir l'occasion de se faire notre propre idée. Et c'est ça qui est très beau en fait avec cet héritage qu'elle a pris de la télévision, c'est qu'elle va pas. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait que le film sur les femmes palestiniennes n'est pas passé à la télé, c'est qu'en fait elle va aller Youbi interroger les jeunes femmes qui sortent de leurs études, et elle va voir les militantes, mais en fait elle reste vraiment sur, je pense qu'elle elle était dans ses premières, sur cette envie-là de donner la parole, et du coup voilà, peut-être qu'il n'y avait pas assez de contrepoints. Mais c'est quelque chose qu'elle a gardé toute sa vie, et c'est quelque chose qui en fait rend fidèle à son point de vue à elle aussi. C'est-à-dire que quand on voit un film comme Le Liban dans la tourmente, par exemple, dans lequel elle va interroger des chrétiens pour savoir pourquoi ils s'arment, où elle va voir des chefs de milice qui expliquent. Elle laisse le chef de milice parler des Palestiniens, cette plaie qui est en train de détruire le Liban, etc. Puis après, sans discours, elle va à Sabra et Shati, là, et elle filme. Et voilà. Et après, on se fait notre point de vue tout seul. Mais il y a cette volonté quand même de pas cacher, enfin, ou en tout cas, mais évidemment, c'est toujours de la mise en scène et c'est toujours très, très triché aussi, mais en tout cas de pas de donner l'occasion d'un dialogue en fait qui existe quand même beaucoup moins facilement dans le cinéma militant. Et en même temps, cette subjectivité-là qu'elle assume complètement dans beaucoup de ses autres films, et notamment dans ce que je sais pas qui a appelé la trilogie de Beyrouth. C'est peut-être moi, je sais pas, mais je trouve que c'est une grave erreur d'avoir fait ça. Mais bon, ce qui maintenant est très connu comme étant la trilogie de Beyrouth, Beyrouth jamais plus, Lettre de Beyrouth et Beyrouth ma ville. Lettre de Beyrouth et Beyrouth ma ville, elle est carrément à l'image. Donc elle apparaît dans toute sa subjectivité, et elle décide en fait de raconter l'histoire à partir de son point de vue. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on arrive à s'identifier si bien. C'est qu'on a l'impression de parler à quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, enfin ce qu'elle fait. Et elle construit son discours. Et je pense que c'est ça qui a posé problème aussi avec le Front du Refus pour les Palestiniens, c'est que elle le dit. Enfin, elle le dit que non, c'est pas possible. Ils ont 14 ans. Elle dit des choses qui ne devraient pas être dites comme ça si on voulait vraiment suivre. Alors, justement, c'était là-dessus que j'avais un point.
Oui, justement, c'est que, alors, elle fait, moi, ce qui me semble, c'est que si on prend les différents films qu'elle a fait, enfin, qu'on a pu voir là, et si on prend sa filmographie et les différents points de vue, certainement qu'elle a pris pour avoir une palette la plus variée possible, on arrive à avoir quelque chose de l'ordre de l'objectivation. Mais en 10 minutes sur la scène, en particulier des enfants soldats, si ça passe à la télé le soir, on est typiquement toujours dans cette problématique-là, parce qu'on va se retrouver avec un truc de 10 minutes où on n'a pas les contrepoints, on n'a pas les éléments. Et effectivement, on ne peut pas dire que c'est horrible des enfants de 14 ans qui sont en train de charger des armes. Mais c'est horrible, mais il y a aussi un contexte. Et c'est vrai qu'elle parle du contexte. Il y a quelque chose qui est inadmissible, mais même l'inadmissible reste contextuel. Et c'est ça qui me semble aussi quand on est dans le cadre d'une séquence de 10 minutes où on a un point de vue, une monographie en quelque sorte, courte, ça peut être quelque chose qui peut entraîner après en chaîne, sans qu'on s'en rende compte, un nombre incalculable d'interprétations par rapport aux téléspectateurs qui prennent cette image directement, sans recul critique et sans être préparés même peut-être à être confrontés à ces images. Et je pense que ça vaut pour ce court documentaire comme pour d'autres, et que je pense que c'est une problématique qui est importante en fait, et qui continue de se poser quand il s'agit de couvrir des conflits, et notamment des conflits asymétriques qui vont impliquer des rapports sociaux qui doivent être explicités pour qu'on puisse comprendre aussi cette violence, ou même au moins essayer de la situer pour avoir le recul face même à l'indignation légitime qu'on peut avoir. C'est vrai, en même temps, en 75, la guerre du Liban, elle était partout dans les médias. Ouais. Et des images de la quarantaine, il y en avait beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Ça a été très très bien couvert la quarantaine, parce qu'en fait, on savait que ça allait se passer. Donc il y avait tous les journalistes sur place quand les miliciens sont arrivés. Donc, et quand on sait ça aussi, parce qu'on est dans l'époque et qu'on le sait, qu'on le voit, la démarche de Jocelyne Saab est encore plus forte, parce qu'elle aurait pu être là et avoir son scoop. Et elle a décidé de ne pas être là. Et en fait, le contexte, il faut, enfin voilà, c'est très intéressant. Quand je faisais mes premières recherches sur ces cinémas-là, Jocelyne Saab n'avait pas vraiment de copie de ses films, donc je les ai vus dans la bande de l'INA, en fait, avec, dans le cadre du journal télévisé, etc., puis avec le présentateur qui présente les films. Et en fait, dans ce cadre-là, on comprend beaucoup plus de choses, en fait. Et parce qu'on voit aussi pourquoi les films... Enfin, on comprend pourquoi ces films sont faits, et on comprend pourquoi ces films sont montrés à cet endroit-là aussi, pour créer un débat, en fait, qui n'existe pas vraiment, sinon, parce qu'il y a trop... Enfin, voilà, c'est des correspondants, ils viennent, ils partent, ils ne connaissent pas très bien la suite. Mais la guerre du Liban a été incroyablement bien couverte, pour le coup. Enfin, c'était vraiment... c'était pas la guerre du Golfe non plus, mais c'était quand même vraiment très... et surtout en France, parce que c'est la France et le Liban, c'est une grande histoire d'amour. Et en plus, là, c'était un peu compliqué de se positionner quand même politiquement pour les Français au début aussi. Mais donc, du coup, c'était très, très, très précis comme contexte à ce moment-là. C'est vrai qu'avec le recul, il y a plusieurs films qui posent problème aussi. C'est très intéressant de voir ça aussi dans les projections, quand on montre les films, notamment Beyrouth, ma ville. En général, les films de Jocelyne Saab sont intéressants parce qu'elle n'essaye pas de montrer la mort et le désarroi et la misère. Elle essaie de montrer ce qui vit quand même, ce qui résiste, ce qui tient. Et dans Beyrouth, ma ville, au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien. Donc elle filme aussi la mort. Et elle filme des enfants handicapés qui sont abandonnés dans un hôpital qui a été bombardé. Elle filme des choses sans contexte du tout. Oui. Et ça passe plus aujourd'hui. Ouais. Et c'est très marrant de comprendre que non, alors ces images-là, elles passent pas, et à chaque fois, ça fait surtout chez les jeunes, chez les lycéens ou les étudiants, ils comprennent pas ces images-là, alors qu'on a vu de la Syrie des images bien plus terribles circuler partout sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, on n'a plus le contexte, et sans avoir le contexte, il y a des images comme ça qui choquent et qui mérite en fait d'être expliqué. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'arrive plus enfin, le cinéma militant circule quand même beaucoup moins. Le cinéma militant des années 70 sur la Palestine aussi, ça circule quand même beaucoup moins. Parce que c'est irregardable, en fait. C'est tas de cadavres, on ne sait même plus qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait plus rien. On perd un petit peu justement ce contexte-là. Mais bon, c'était des films qui étaient diffusés à la télévision. C'est aussi un certain média, c'est pas le cinéma, c'est pas
Et les films de cinéma, finalement, sont beaucoup plus contextualisés aussi. Elle en a sorti 3. Elle a sorti le Liban dans la tourmente, il est sorti au cinéma. Le Sahara n'est pas à vendre aussi. Et J'ai cité des morts, qui est une. Donc, le Sahara n'est pas à vendre, c'est sur la lutte du Front Polisario. La lutte du Front. Je ne sais plus où je suis. Ou la lutte du Front Polisario au Maroc, dans le Sahara occidental. Il y a trop de luttes partout. L'Égypte, c'était des morts, c'est sur la politique d'ouverture de Sadat en 73, après 73, et la paupérisation des populations marginalisées. Ça, on a le contexte très clair. Ça, on comprend bien. Si on ne sait pas ce que c'est l'Infitard, on finit par savoir ce que c'est. Et c'est beaucoup plus cadré, en fait, parce que justement, on a besoin de. Le cinéma, c'est pas la télévision. Il n'y a pas l'avant, il n'y a pas l'après, il n'y a pas le contexte. Mais c'est très intéressant comme remarque. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi des choses comme ça. Mais je pense que c'est aussi ça qui oblige un petit peu un travail de médiation sur ces images-là. Parce qu'on ne peut pas écrire en fait, d'histoire si on sait pas d'où elles sortent, ces images. Oui, et puis sans doute, il y avait peut-être qu'à cette époque-là, c'était peut-être un peu différent. Alors moi, je n'étais pas dans les années 70, mais effectivement, il y avait peut-être aussi, comme vous dites, une saturation idéologique à l'époque et une médiatisation très forte et des discours politiques aussi très présents, et que cette volonté aussi de s'extraire de l'idéologie amenait à vouloir peut-être sortir des images directement pour s'extraire aussi de la propagande. Mais ce que je voulais juste dire en point, c'est que il me semble que la contextualisation n'équivaut pas forcément à reprendre un discours de propagande d'un camp en particulier. Mais par contre, il me semble qu'il est impossible de s'extraire d'une prise de position. Et que même le fait de vouloir montrer les images comme ça, c'est déjà aussi une prise de position dans un contexte. Donc voilà, c'était marrant. Merci. Il y avait une question de Laura Chaudiron, pas du tout pour vous couper la parole, mais pour ouvrir aussi à l'audience qui est parmi nous et qui a aussi vu les films et qui ont certainement donc, des questions et des remarques et des réactions. Donc Laura Chaudiron, n'hésitez pas à parler, à poser votre question, éventuellement même à mettre votre vidéo si vous souhaitez. Pardon, non, je suis désolée, je sais que ça doit être très agréable de voir des écrans noirs, mais si je mets ma vidéo, je vous entends plus. Ok, très bien. Alors, on vous écoute. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir choisi ces vidéos. Elles sont vraiment émouvantes et très intéressantes. Et du coup, j'avais plusieurs questions. Déjà, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur le parcours et la trajectoire militante de Jocelyne Saab? Comment elle en est arrivée à filmer auprès de l'OLP et des groupes palestiniens? Parce que j'imagine que ça ne devait pas du tout être anodin. Vous avez dit qu'elle avait été à Beyrouth-Ouest pendant la guerre civile, mais je voudrais savoir peut-être d'où elle venait, d'où venait sa famille en termes de région, peut-être de communauté aussi, parce que ça a un grand poids. Voilà. Et ensuite, je voulais savoir comment vous étiez arrivé à travailler sur elle. Quel est votre pourquoi cet intérêt sur cette réalisatrice en particulier? Et du coup, j'ai cru comprendre que vous l'aviez connue. Enfin, j'ai regardé sur Internet, du coup, elle est décédée, mais est-ce que vous l'avez connue ou c'est seulement un intérêt archivistique? Et enfin, un élément de contexte, parce que je ne connais pas très bien, lorsque Arafat est parti avec les 60 personnes sur le bateau, j'ai vu dans le documentaire qu'il était accompagné de bateaux français, américains et grecs. Et du coup, je voulais savoir un peu ce contexte-là, quelles étaient les relations à l'époque et qu'est-ce qui... Enfin, parce qu'après, on le voit faire une accolade à Papandréous, j'ai bien compris. Donc voilà, je voudrais un peu savoir... parce que je ne connais pas trop ce contexte-là. Merci beaucoup. Je prends juste des notes parce que j'ai pas oublié vos questions. Alors, oui. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait la petite biographie de Jocelyne Saab parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, mais c'est effectivement très intéressant comme question parce que ça explique aussi tout du sentiment militant de cette époque-là qui s'est transformé très vite au tournant des années 80 en fait. Mais Jocelyne Saab, elle est libanaise. Ses deux parents sont libanais. Elle est née à Beyrouth en 1948. C'est quand même aussi une année. C'était un contexte aussi, tout ça. Et elle est née d'une mère assez bourgeoise et d'un père qui est devenu riche. Le Liban, c'est aussi
c'est aussi un pays incroyable à ce niveau-là. Les gens deviennent très riches et très pauvres. Et donc, son père a ouvert une banque au bout d'un moment. Enfin, son père voyageait dans le monde entier. Il construisait des routes en Irak, en Afghanistan, jusqu'en Inde. Et il parlait, je ne sais pas combien de dialectes. Et Jocelyne, ça, elle n'a pas vraiment... Enfin, elle l'a connu, évidemment, mais il n'était jamais là, en fait. Et elle lui voue une admiration absolument sans borne. Mais elle a grandi avec sa mère et avec son frère et sa sœur. Elle est la fille du milieu, dans une famille maronite. C'est-à-dire qu'elle devait traverser toute la ville pour aller chez les sœurs de Nazareth pour étudier à l'école. Et elle vivait dans une maison qui était dans la partie ouest de Beyrouth, qui était un palais magnifique, comme il y en a eu beaucoup au Liban, dans un contexte en fait très mixte, avec des Kurdes, il y avait des musulmans, il y avait des Druzes, il y avait de tout. En fait, Beyrouth Ouest était vraiment beaucoup plus mixte que Beyrouth Est, qui a toujours été plutôt la dominante chrétienne maronite. Et elle a commencé à faire des études d'économie parce que son père voulait qu'elle fasse des études d'économie et elle n'avait pas le droit de faire des études de cinéma. Et à la fac, elle a découvert en fait qu'aux portes de Beyrouth, il y avait des camps. Et que ces camps-là, et même s'il y avait 48, même s'il y a eu 67, même s'il y avait tout ça autour d'elle, évidemment, elle avait 20 ans en 68, donc voilà, la défaite de 67, c'était quelque chose qui avait aussi quand même beaucoup compté pour elle, enfin, d'un point de vue de la construction identitaire aussi. Son père était nassériste, ils écoutaient Sauti al-Arab à la radio tout le temps, mais elle n'avait pas cette fibre militante du tout avant qu'elle arrive à la fac, et que, alors là, en plus, à la fac, après 68 au Liban, c'était vraiment des groupes militants. C'était l'époque. Quelle université? C'était l'université libanaise, du coup? Université Saint-Joseph de Beyrouth, l'université jésuite. Ouais. Elle n'était pas à l'Ayyoubi, à l'université américaine qui était très connue aussi pour ses groupes militants. Enfin voilà, il y a eu des grands mouvements très 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 forts à l'université américaine de Beyrouth, mais en fait à l'université Saint-Joseph aussi, c'était quand même voilà, ils organisaient des AG, ils organisaient la résistance, ils informaient sur la situation politique et ils organisaient des visites dans les camps, etc. Et c'est comme ça qu'elle est venue au journalisme, en fait. C'est qu'elle s'est dit, il faut que je me documente sur ça. Et elle est partie à Paris pour terminer ses études. Elle a commencé à bosser à France 3. Et elle a travaillé. En fait, elle a été recrutée pour faire traductrice sur un tournage où elle devait accompagner le journaliste pour interroger Kadhafi en Libye, en 1973. Et le journaliste n'ayant pas pu avoir de visa, c'est elle qui s'est retrouvée à devoir réaliser le film. Et elle s'est retrouvée en fait correspondante de guerre à 25 ans, 23, 25 ans, sur tous les terrains. Parce que du coup, en 73, il y a eu la guerre d'octobre entre l'Égypte et Israël et la Syrie. Il y a eu la guerre civile en Irak contre les Kurdes. Elle a couvert toutes ces guerres-là, elle y était, et jusqu'au moment où elle a saturé, où elle s'est dit non. Et elle avait failli partir au Vietnam en 1975 pour documenter la libération, quand le bus de Beyrouth a été fusillé le 13 avril. Donc elle est partie au Liban et elle a commencé à filmer ce qui se passe. Mais elle n'appartenait à aucun groupe militant, en fait. Elle n'a jamais appartenu à aucun groupe militant. Elle s'en défendait. Et elle était dans un milieu qui était très militant et avec des gens qui ne comprenaient pas forcément non plus pourquoi elle n'était pas plus militante que ça. Mais finalement, son engagement a été un engagement qui lui a coûté très très cher aussi d'un point de vue personnel, puisque justement, elle était maronite dans une famille quand même, voilà, elle est envoyée aux sœurs de Nazareth, quand même, c'est pas rien. Et son père avait été devenu très riche. Ils avaient des domaines dans les montagnes du Liban, mais dans les montagnes chrétiennes. Et sa famille était partie là-bas, et sa mère avait mis son frère chez les forces libanaises, et son frère est devenu un chef de milice, et tout ça. Et donc il y avait des petites tensions quand même entre Jocelyne et sa famille qui ont mené à beaucoup de difficultés, parce que bon, eux ils ont quitté la maison de Beyrouth, et du coup Jocelyne, au moment où Israël a envahi le sud du Liban, elle a ouvert sa maison aux réfugiés de Beyrouth, aux réfugiés du sud, en déplacement, les déplacés en fait, de guerre. Et ça, c'était le début de la fin. Et cette maison a brûlé en 82 au début du siège. Et personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, qui a mis le feu, mais la maison a complètement brûlé et a disparu, rayée de la carte, quoi. Et ça, c'est un peu c'est le départ de son film aussi, Beyrouth, ma ville. C'est cette maison qui brûle, en fait.
Et à partir de là, en fait, elle est restée à Beyrouth Ouest parce qu'elle s'est sentie vraiment... voilà, elle le dit elle-même. Elle dit, quand je vois ma maison partir en fumée, je vois l'identité de tous les Libanais, en fait, qui part en fumée. On ne peut pas partir maintenant. Et donc, elle a tenu à Beyrouth Ouest dans le siège avec des militants, des journalistes, beaucoup de journalistes, mais aussi des gens, enfin, voilà, des gens du siège. Et elle a participé aussi à cette communauté. Et en fait, le sentiment elle a beaucoup filmé pendant le siège, elle a beaucoup filmé pour la télévision aussi, elle a beaucoup communiqué autour de ce qui se passait. Et je pense que c'est ça, c'est cet engagement très, très, très personnel, en fait, et qui a pu séduire aussi Arafat pour ils s'entendaient très bien, en fait. Elle l'a filmé aussi dans un autre film qui s'appelle Lettres de Beyrouth, où elle le suit dans la campagne du Sud, au moment, enfin voilà, en 78, donc quand Israël commence à prendre ses aises dans le sud du Liban. Et elle est là, elle filme et elle suit, en fait, et elle dénonce. Et c'est une des seules journalistes à descendre dans le sud du Liban au moment où Israël, enfin, déjà avant qu'Israël envahisse, quand l'armée israélienne commençait déjà à bombarder les villages du sud, elle était une des seules à descendre, et c'est une des seules à être allée documenter l'invasion du Sud-Liban. C'est quand même dans un flot d'images du Beyrouth qui passait à la télé tout le temps. C'est pas anodin, en fait, de faire des images comme ça. Et je pense que c'est justement cet engagement ultra personnel et très, très, enfin, indomptable, en fait. Justine Sab, elle faisait que ce qu'elle voulait, et elle était toute petite, et elle était très mignonne, et elle faisait tout ce qu'elle voulait. Enfin, vraiment, elle avait beaucoup de facilité à faire ce qu'elle voulait, quand même, hein. Et voilà, elle était capable aussi d'être une porte-parole en France. Elle était invitée sur les plateaux télé pour parler de la guerre, elle avait cette visibilité-là, et elle avait un certain succès, en fait, qui n'est pas négligé pour l'OLP. Et en même temps, elle n'a jamais suivi l'OLP pour suivre l'OLP. Et elle était assez loin des groupes militants, au final, même si elle était dans les quartiers généraux et tout, elle connaissait vraiment pas tout le monde dans les milieux militants. Elle a été surprise de découvrir des gens qui étaient dans le siège de Beyrouth avec elle en 82 et qu'elle n'avait jamais croisés à la fin de sa vie. Donc c'est une figure vraiment particulière dans ce contexte-là. C'est aussi pour ça, je pense que ces films sont des bons passeurs d'histoire aussi à cause de ça, quoi. C'est que en suivant en plus la chronologie, en voyant toute sa filmographie, elle a réalisé plus d'une quinzaine de films à Beyrouth. En suivant tout ça, on comprend son histoire à elle, et ça, c'est très fort aussi. C'est qu'on voit où elle va dans sa tête, et comment elle s'engage, en fait. Donc voilà. Bon, après, c'est pas toujours des éléments de biographie non plus qui permettent de bien comprendre les images, mais je pense que dans son cas, évidemment, il y a du contexte, en fait. On a besoin de contexte, et ça fait partie de ce contexte-là, quoi. Alors, votre deuxième question, ah oui, c'était... moi, j'ai travaillé avec Justine Sam, en fait, pendant 6 ans, en tant qu'assistante de tout. J'étais là, quoi. Je rangeais les trucs, je tapais les mails. Et je l'ai rencontré à Beyrouth quand je suis partie en échange universitaire, et j'avais décidé de travailler sur ses films en croisant une interview qu'elle avait faite à l'occasion de la sortie en salle du Liban dans la tourmente. Et je travaillais sur le cinéma militant, féministe à l'époque, etc. Et je me suis dit, une femme, elle a l'air trop engagée, elle est marxiste. Et donc, très naïvement, j'ai rencontré Justine Saab à Beyrouth, et elle a eu beaucoup de mal à léguer ses films, en fait. C'est aussi pour ça que là, on se retrouve avec son fils, avec un peu tout ça sur les bras. C'est que finalement, elle faisait très attention à son patrimoine, mais elle avait pas envie de revoir ces images-là. Donc, j'ai mis plus de 6 mois à lui soutirer ses films. J'ai dû aller à l'INA pour les voir moi-même, parce qu'en fait, elle ne voulait pas me les donner. Et elle ne les avait pas vraiment, en fait. Elle n'avait pas vraiment de copie de ce qu'elle avait, etc. Et elle avait une méfiance, pas une méfiance, mais c'était difficile pour elle, en fait, de ressortir ses films, de ressortir cette vie, parce que c'est sa vie aussi, c'est sa maison, et c'est tout un univers, en fait, qu'elle gardait dans ces grosses boîtes sous son lit, là, en bêta ou en DVD mal gravé. Enfin, c'était... Et bon, voilà, travailler avec elle, ça
j'ai travaillé avec elle d'un point de vue pratique pour l'aider à écrire ses dossiers de film, tout ça, parce qu'elle a resté très active jusqu'à la fin de sa vie. Elle est décédée d'un cancer, elle était très malade les 3 dernières années, mais à côté de ça, je travaillais sur ces images. Et donc, du coup, cette balance-là m'a permis de comprendre aussi vraiment aussi de l'importance des archives qu'elle essayait de garder. Et du coup, voilà, quand elle est décédée, on avait discuté avec Jocelyne, de toute façon, il fallait faire quelque chose avec tout ça. Et en fait, j'étais la personne la mieux placée pour le faire parce que j'avais les deux versants. Je connaissais ces films. Il y a très peu de gens qui connaissent tous les films. Il n'y a personne qui connaît tous les films de Jocelyne Sapp parce qu'ils sont très difficilement accessibles, en fait. Et donc, du coup, nous, notre objectif, là, c'est de les rendre accessibles. Donc, mais bon, ça prend du temps parce que faut tout reprendre à la base. Enfin, elle avait conservé toutes ses bobines au CNC, donc on a tout le matériel, mais ça prend du temps. Il y a des DVD en 2022. Les 14 premiers films, en tout cas. Mais voilà, c'est un travail et c'est formidable, en fait, d'avoir l'opportunité de parler de ça aussi, de parler justement de son travail et de faire cette médiation, parce que c'est essentiel, en fait, de mettre des mots sur ces films-là. Bon. Troisième question. Alors, oui, bon, en fait, à l'issue du siège donc sur la question du bateau de l'Atlantis qui a transporté Arafat et les Palestiniens de la LPR de Beyrouth. En fait, c'est quand l'armée israélienne est entrée à Beyrouth, avec l'aide des milices chrétiennes qui ont permis leur entrée dans la ville, etc., et qui ont assiégé l'ouest de Beyrouth. Ils sont restés 1 mois. Plus que ça, combien de temps au siège ? Je ne sais plus. Bref, ils sont restés un certain temps. Et en fait, à l'issue de ça, ils bombardaient. Ils ont brûlé les archives de l'OLP, ils ont brûlé beaucoup de centres, toutes les archives. Ils ont fait énormément de dégâts. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leurs archives dans ces bombardements-là parce qu'ils ciblaient spécifiquement justement cette mémoire à détruire, parce qu'ils voulaient détruire de toute façon le peuple palestinien. À ce moment-là, c'était vraiment c'était très très violent. Et leur objectif, c'était de tuer Arafat, en fait. Donc au bout d'un moment, à force de négociations, les Français et les Américains ont réussi à faire signer le départ d'Arafat du Liban et de l'OLP, c'est-à-dire que l'OLP devait quitter les lieux et l'OLP s'installer à Tunis. Et du coup, c'est sous la protection des Grecs qui ont d'abord accueilli Arafat avant qu'il aille à Tunis, et des Français et des Américains que le bateau a pu partir en toute sécurité. Parce que sinon, il aurait été assassiné, Arafat. C'était vraiment. C'était la condition sine qua non. Après, les Israéliens sont partis et la guerre s'est envenimée complètement différemment. La guerre a encore duré 13 ans après. Pas 13 ans, 8 ans après ça. La signature des accords de Taïf, ça date de 90. Mais c'était plus du tout une question. C'était beaucoup moins une question arabe ou palestinienne. C'était vraiment différent après cette guerre-là. Et au moment où les Palestiniens sont partis de Beyrouth, il y a beaucoup d'activistes de cette gauche libanaise-là qui sont partis aussi. Et tous les Juifs aussi. Les Juifs, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Juifs au Liban qui étaient militants pour la cause palestinienne, etc. Mais après le départ des Palestiniens, c'était plus possible de rester. C'était devenu beaucoup trop dur, en fait. Il n'y avait plus de possibilité d'imaginer une vie ensemble, quoi. C'était pas possible. Donc ça, bon, dans le cadre de Jocelyne Sapp, ça a conduit à une carrière un peu différente, mais où il y avait toujours quand même cette volonté de créer de la mémoire, de créer de l'histoire, de regarder les images, de bien comprendre les images, en fait. C'était vraiment quelque chose qui a conduit toute son œuvre. Mais elle ne pouvait plus non plus revenir à Beyrouth, filmer Beyrouth. Elle est revenue à Beyrouth en 2009, filmer Beyrouth, pour un long métrage de fiction très onirique où elle filme la reconstruction de Beyrouth et elle dit mais c'est où chez moi, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est ça qui est très, moi je trouve que son œuvre elle est magnifique pour ça, c'est que oui c'est du documentaire, oui c'est peut-être même parfois du reportage, mais c'est une œuvre d'artiste dès le début, en fait. Il y a une vision qui est très forte, qui domine. C'est sur les 50 ans de carrière, quoi, même.
Et là, nous, on travaille un peu, on numérise aussi toutes ces archives papier, donc on est en train de numériser tous ces projets inachevés. Et à travers tous ces projets inachevés, on découvre aussi une autre personne, quoi. C'est passionnant, c'est très intéressant d'avoir l'occasion de suivre la trajectoire de quelqu'un comme ça. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à Jocelyne aussi. Parce que c'est vraiment quelqu'un de passionnant, quoi. Elle était, alors... Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas, parce que c'est sûr que voilà, ton enthousiasme est assez contagieux. Oui. Qu'est-ce qui a oublié d'enlever son micro? Je vais essayer de poser une question, mais... Alors, mais sinon, le chat, hein, c'est très bien. Moi, je peux les lire aussi, les questions. Oui, mais c'est aussi bien quand les gens parlent. Oui, c'est vrai que c'est bien quand les gens parlent aussi. Contact. Le contact sonore. C'est un peu... Bonjour. Malek. Bonjour. 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 Merci en première place. Mais je vous demandais, était là une sorte de coopération entre Jocelyne Saab et deux autres artistes et deux acteurs à cette époque-là, comme Marhoun Barghouti et Mustafa Abou Ali, ou peut-être des autres artistes. Il y a de sortes de coopératives d'acteurs, des artistes, like artist collectives or directors collectives, une sorte de coopération entre elles et des autres personnes. Parce que dans ce temps, dans cette époque, il y a plein d'artistes, plein d'acteurs gauchistes. Donc, je suis un peu de travaux communs, relations, choses comme ça. Je suis. Pardon, ma français est mal, mais thank you. C'est une question. Ouais, c'est très intéressant comme question. Parce qu'effectivement, Jocelyne n'a pas collaboré avec les autres cinéastes de ce qu'on a appelé après le nouveau cinéma libanais, justement, qui était né un peu dans ce contexte-là. Donc, Maroun Bagdadi, non, Barhan Alaoui, non, Randa Shahal non plus. Mais par contre, elle a travaillé avec les artistes qui étaient restés à Beyrouth Ouest, aussi. Et elle a travaillé. Elle faisait du théâtre aussi quand elle était à l'université. Donc, elle a travaillé avec beaucoup de gens du théâtre, et notamment et de poètes, et d'artistes, etc. Mais elle a collaboré spécifiquement avec la poétesse Etal Adnan. Je vais l'écrire. Qui a écrit le texte de deux de ses films, c'est des textes magnifiques, hein, qui sont très poétiques et qui justement ont permis à Jocelyne Saab de sortir complètement du documentaire classique en proposant un commentaire qui n'est pas un commentaire, qui est un commentaire poétique sur Beyrouth. Tel Adnan, et elle a travaillé sur Beyrouth jamais plus, en 1976, et elle a retravaillé avec elle pour l'être. Je crois que c'est très chiant quand je tape en même temps. Attendez. Et elle a travaillé avec elle, voilà, sur ces deux films-là. Donc Jocelyne filmait, elle faisait le montage, et elle écrivait sur ce texte-là. Et elle a collaboré aussi avec Roger Assaf. Qui était un dramaturge libanais qui montait ses pièces encore pendant la guerre, etc., et qui était un militant aussi pro-palestinien fervent, et qui a écrit le texte magnifique, sublimissime, texte incroyable qu'il faut publier d'ailleurs, qu'on publie en soi, parce qu'il est sublime ce texte sur Beyrouth ma ville en 82. Donc Beyrouth ma ville, c'est vraiment un film, c'est le film clé en fait de Jocelyne Saab. Enfin, c'est vraiment un film incroyable qui du coup s'ouvre sur Jocelyne Saab devant sa maison complètement calcinée, qui dit bon, voilà, je suis là, je vous parle, je suis libanaise, vous comprenez ce qui se passe. Et après, elle disparaît complètement, et c'est la voix de Roger Assaf et le texte de Roger Assaf qui nous fait traverser toutes ces images-là. Et il y a toute une réflexion sur l'image, justement, quelle image on peut montrer, qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces images, et est-ce qu'on est capable de transmettre cette douleur qu'on a avec les images, il y a une phrase magnifique par laquelle il dit il y a un fossé infranchissable entre
celui qui pleure à cause de ceux qu'il voit et celui qui pleure à cause de ceux qu'il ne voit plus. Et c'est tout et en fait, travailler avec ces artistes-là, ça a permis au cinéma de Jocelyne Sapp de gagner en profondeur, vraiment. Parce que ça devient du coup des manifestes, en fait. Ça devient des œuvres d'art, mais ça devient aussi des manifestes pour questionner un petit peu aussi qu'est-ce que ça veut dire de faire des images à Beyrouth. Parce que franchement, il y avait une espèce de fascination morbide pour Beyrouth à cette époque-là aussi. Il y avait Raymond Depardon qui allait faire des photos sexy en montrant, oui, à Beyrouth, il y a la guerre, mais les gens vont quand même à la plage. Il y avait toute cette réalité-là aussi qui est problématique, en fait, à la fin des années 70, dans les années 80 au Liban. C'est aujourd'hui ici, oui. Aujourd'hui aussi, non? Oui. Ah, aussi, ah oui, oui. Complètement. Ouais, oui. C'est vrai. Mais c'est autre chose aujourd'hui. Et le cinéma a un autre rôle, je pense, que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de se replier sur des histoires individuelles aussi pour combattre un peu, oui, cette pornographie de la violence qu'il y a dans les médias et sur les réseaux sociaux partout. Mais ce que je trouve très fort avec l'engagement a changé de forme aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que maintenant, on s'engage à partir de soi. Parce qu'en fait, on n'arrive plus à parler au nom des autres. Parce qu'à avoir trop parlé au nom des autres, on s'est mis justement à défendre. On ne sait plus ce qu'on défendait au bout d'un moment. Et ça, je pense que c'est évidemment, c'est trop. Et puis, il y a trop d'images. On ne va pas rajouter des images aux images. Mais à cette époque-là, déjà, avoir un point de vue subjectif, assumer aussi cette subjectivité-là et ce discours à la première personne, etc., c'était pas si évident. C'était pas la seule à faire ça du tout. Mais c'était pas si évident. Et surtout pas pour la télévision. Et c'était pas non plus ces licences poétiques, parce qu'il y a eu beaucoup de films après sur l'exil, par exemple, les Libanais sont partis en France et ils ont fait des films, oh, je souffre, je suis à Paris. Elle est rentrée en France, elle n'a pas fait ça. Elle s'est dit, je souffre, je vais en Égypte, je vais faire d'autres trucs. Parce que voilà, c'est des gens, c'est des artistes qui étaient très très engagés et qui ne pouvaient pas tolérer en fait de. Elle a travaillé avec Selim Nassib aussi. Elle avait écrit un scénario là, que du coup on a retrouvé, qui est un auteur libanais de romans. C'est Selim Turki. Il était juif aussi, il a quitté Beyrouth en 82, il n'est plus jamais retourné. Elle a travaillé avec lui, elle a écrit un script d'un scénario de long métrage de fiction qui n'a jamais été réalisé. Et il était présent aussi dans cette équipe-là. Et il était très, très militant. Et c'est lui qui m'avait dit, elle avait raison, Jocelyne, en fait, de ne pas s'engager. Nous, on trouvait qu'elle était naïve, mais elle avait tout compris. Et ça, c'est... Voilà, c'est le recul aussi qui permet de dire ça. C'est le recul de l'histoire. Et elle s'est engagée jusqu'au bout. Elle a fait des films jusqu'au... Elle est décédée le 7 janvier 2019 et elle a sorti un livre... le 18 décembre 2018, et il y a un texte d'Etal Adnan dedans, il y a un texte d'Elias Sambar dedans, et c'est des amitiés qui peuvent pas s'effriter. C'est beaucoup plus fort qu'un collectif d'artistes, c'est beaucoup plus fort qu'un mouvement ou que ce genre des manifestes qu'on peut signer en festival et qui mobilisent pour une ligne artistique donnée. C'est des amitiés du siège, c'est des amitiés c'est la famille après, enfin, c'est vraiment jusqu'au bout. Et ça, je trouve que c'est aussi très... Elle avait une conception de l'amitié, Jocelyne Sapp, qui était très, très... qui lui a permis de faire ce qu'elle a voulu faire et ce qu'elle a fait. Je m'emballe un peu, là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je ne sais pas, peut-être pour continuer sur le rôle des images, parce qu'elle avait donc toute cette activité d'artiste plasticienne, en fait, et ça, je trouve qu'on le voit vraiment très bien dans ses films, même si là, on a vu des films à destination audiovisuelle, mais peut-être, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'articulation qu'elle faisait, elle, puisque tu l'as connue, entre sa pratique de cinéaste, est-ce qu'il y avait une articulation qu'elle faisait, elle, entre sa pratique de cinéaste pour des films à diffusion, des festivals, etc., et sa pratique pour la télé. Et c'est aussi peut-être la question de la fabrique du film et comment, en fait, tu nous as dit que ce n'était pas forcément elle qui faisait les images, mais du coup,
comment elle travaillait en fait sur ses films, en collectif ou pas, sur quelle ligne du générique elle était plus présente, etc. Et du coup aussi peut-être sur le langage cinématographique, tu parlais de sa vision et peut-être est-ce que tu pourrais je sais pas, ça va être difficile de le dire là maintenant parce que c'est toutes tes recherches et ça pourrait prendre encore un autre séminaire, mais en fait, sur voilà, le langage cinématographique qui peut ressortir. Après, j'étais aussi étonnée qu'elle parlait en anglais dans le film, voilà, quand elle s'adresse à Arafat. Donc voilà, cette question aussi de la langue, à la fois cinématographique, mais aussi de la langue de travail, en fait. Et donc, peut-être revenir sur comment elle travaille, en fait, au quotidien sur ses films. Alors ça, c'est passionnant parce qu'en fait, on est en train de le découvrir en ouvrant les boîtes de négatifs qu'on a récupérées au CNC pour scanner les films et les restaurer. Bon, sur la question du tournage, elle travaille avec un chef opérateur qui a souvent été Hassan Nahmani, qui est un chef opérateur qui est encore au Liban aujourd'hui, qui travaille encore. Qui la suivait en fait, et qui faisait exactement ce qu'elle demandait. Il a été chef opérateur pour Maroun Baghdadi pour le coup. Lui, il connaissait tout le monde, enfin ils se connaissaient tous de toute façon, mais il était très frustré que Jocelyne lui demande toujours des plans fixes. Il disait oui, Jocelyne n'a vu que des plans fixes. C'était quelque chose de, c'était pas fun pour un chef opérateur de travailler avec Jocelyne visiblement. Mais elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle a toujours su exactement. Elle était sur un tournage, elle était très 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 précise dans ce qu'elle recherchait comme image, dans ce qu'elle avait voulu, dans ce qu'elle veut transmettre. Et elle descendait tous les jours en fait filmer. Elle descendait de filmer au moment de la trêve, là, entre 6h et 10h du matin. Elle descendait, elle filmait, elle rencontrait des gens, elle les interrogeait. Et c'est ça aussi, je pense, qui lui a permis de passer à un moment devant la caméra, d'apparaître aussi aux yeux du public. Parce que finalement, c'est pas, voilà, ça la gênait pas du tout. Elle dirigeait de toute façon de là où elle était. Mais par contre, on a découvert en ouvrant les boîtes de films, mais j'en avais déjà l'intuition parce que justement la version du Front du Refus que j'ai, la voix off est en arabe. En fait, elle a fait des versions arabe, français, anglais de quasiment la plupart de ses films. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle s'adresse à Arafat en anglais. C'est pour donner l'opportunité à Arafat d'avoir un discours qui va plus loin et qui n'est pas doublé. Enfin, de toute façon, il a été doublé par la télé française, mais qui s'est donné aussi aux Palestiniens cette visibilité internationale et cette voix internationale aussi. Mais elle travaillait en arabe aussi beaucoup. C'est intéressant de comprendre aussi que ça a importé pour elle. Et je ne sais même pas où est-ce qu'elle est passée ces films, parce qu'au Liban, ça ne passait pas. En Algérie, ils sont un peu passés, parce que la cinémathèque algérienne à cette époque-là était très militante, mais ils passaient des versions complètement censurées, complètement charcutées. Donc, la question qu'on se pose, nous, maintenant, c'est mais pourquoi, à destination de qui elle a fait ces versions en arabe ? Parce qu'on ne comprend pas vraiment ce trajet-là par rapport et ça demandait beaucoup d'argent. Et on se rend compte qu'elle avait beaucoup d'argent à cette époque-là pour faire ses films. Elle a du matériel, elle avait enfin voilà, c'est des bobines et des bobines de pellicules. On a énormément de matériel brut. Il y a plusieurs positifs qui ont été tirés. On en retrouve partout dans le monde. Et c'est intéressant de voir ça aussi. Ces films étaient diffusés sur les chaînes de télévision japonaises aussi. Et le film qu'elle a réalisé sur l'Iran, c'est une commande du Japon. Et ça, c'est aussi un aspect qu'il faut vraiment prendre en compte par rapport, à nouveau, les films militants circulaient très très bien dans les milieux militants et dans les circuits. Et on retrouve au Japon beaucoup aussi des films de la résistance palestinienne, on retrouve partout. Mais cette possibilité de passer par la grande porte de la télévision, ça permettait aussi de dépasser complètement les frontières et de découvrir un petit peu aussi d'autres attentes, parce que c'était des horizons d'attente différents. Travailler avec le Japon, c'était pas facile. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien retrouver la version montée par le Japon, parce que je pense que c'est pas la même version que celle qu'on a nous. Et je pense qu'elle travaillait tout le temps, en fait. Et elle travaillait, retravaillait, et qu'on a des versions, on a 4 versions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne pense pas.
Mais je ne sais pas qui était là à la projection de Ciné Palestine des films de Jocelyne en 2019, mais la version du Bateau de l'exil qu'on a montré en salle n'est pas la version à laquelle que le CNC a accepté de scanner pour nous. C'est une autre version. Ça, c'est la version de Jocelyne. Et la version de la télé, elle est un peu charcutée. On voit moins Arafat. Et elle est montée différemment, de façon plus linéaire, plus efficace, en fait. Et ça, c'est passionnant. Parce qu'on voit bien que même si elle sait qu'elle va devoir changer son montage, elle s'en tient quand même à faire ses œuvres à elle et elle les protège. Enfin voilà, je pense que le trauma de 82 a fait que de toute façon, elle a tout déposé au CNC et c'est conservé. Donc oui, je sais pas, elle travaillait toute seule en fait, Jocelyne. Elle travaillait toute seule. Après, je pense que c'est pas pour rien non plus que quand elle a décidé d'arrêter de travailler pour la télé, de faire des films de fiction, c'est des étapes en fait. Je pense qu'elle avait besoin de cinéma, elle avait besoin de travailler avec de l'argent, elle avait besoin de travailler avec des gens aussi. Je pense au bout d'un moment. Et elle s'est mise à travailler. Elle avait toujours plein d'assistants, Jocelyne, partout. Elle faisait son travail. Et donc du coup, elle travaillait aussi avec cette jeunesse-là et elle essayait toujours de comprendre en fait ce qui se passait. Et je pense que si elle est passée du reportage au documentaire, du documentaire à la fiction, puis de la fiction à la photo, parce qu'elle a fait de la photo, Justine aussi. Elle a fait plusieurs séries photographiques, elle a fait des expositions mix média avec de la vidéo, elle a fait... C'est aussi parce qu'en fait, il fallait qu'elle soit en phase avec son temps. Et je pense que parler du Liban, après, dans les années 90, si ça passe pas par la fiction, plus personne n'écoute, en fait. Je sais pas du tout si ça répondait à ta question. En tout cas, c'est, je pense, c'est une belle conclusion et des belles ouvertures. En tout cas, tu as vraiment, on a tous envie de voir tous les autres films de Jocelyne. On espère aussi que ta valorisation continue. Je pense que c'est un boulot d'une vie et aussi on voit toute l'actualité de ces films à l'heure aussi de l'actualité du Liban, de la Palestine, comme disait aussi Malek. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à toi, à Lisa, Zoé, Laura, Laure, pardon, et toute l'équipe du Festival Ciné Palestine. On pourrait continuer à en parler des heures, je pense. Un regard singulier. Et ouais, vraiment, sur un regard singulier en même temps qui parle universel, même si je déteste ce mot, mais bon. Tant que c'est pas universaliste. Voilà. Et on espère donc revoir ce film et entendre aussi tes médiations qui donnent aussi tout son corps et toute sa chair à ces films, donc plein d'actualités. Voilà, donc merci beaucoup aussi à l'auditoire et on se retrouve dans 2 semaines le 14 mai 2021. C'est pas dans 2 semaines, c'est dans plus longtemps. Non, c'est dans plus longtemps. C'est dans plus longtemps parce qu'il y a les vacances. Parce que oui, il y avait les vacances en fait. Il était censé y avoir des vacances qui ont été décalées par notre président, mais on ne savait pas à l'époque. Oui, c'est ça. Donc on se retrouve le 14 mai pour une séance avec Canel Labuti qui s'intitulera « Les transmissions de semences de variétés locales en Palestine ». Donc encore, on ira complètement ailleurs, mais en tout cas, voilà. Sinon, on fait dans 2 semaines la séance politique. Et pour les étudiants qui sont là, on propose de faire une séance dans 2 semaines. Une séance de... un peu, d'échanges autour de vos travaux, des validations, etc. Voilà, c'est pour les autres étudiants, ceux qui valident, mais éventuellement aussi ceux qui ne valident pas, c'est comme vous voulez. On propose de faire une séance dans 2 semaines, donc le vendredi 23 avril, du coup, de 16h à 17h, où vous pourrez venir discuter de la validation, des présentations, de vos propres travaux. En tout cas, on sera là pour en parler avec vous. Voilà. Et dernière question de quelqu'un dans le chat, Tony, qui demande comment faire pour pouvoir visionner la trilogie sur le Liban de Jocelyne Saab. Écrivez-moi. Oui, bonjour. Je suis à Barcelone. J'ai raté la rétrospective qu'ils ont fait de Jocelyne Saab l'année dernière. Non, pas l'année dernière, il y a 2 ans, en fait, en 2018. Et donc, j'aimerais savoir comment pouvoir voir ce film-là, qui sont très chers, très rares.
Et donc, on a eu l'occasion à Barcelone, mais je l'ai raté, malheureusement. Écrivez-moi. Okay. Et donc, Mathilde m'écrit. Parfait. Merci, Mathilde. Super. Est-ce que, voilà, Laure, Elisa, merci encore à un tout grand le monde. merci pour cette organisation Merci de chef. Ouais. Très bien. Et c'était super intéressant. Hein. Je pense À très bientôt pour le séminaire et pour le festival. Donc, voilà. Bonne fin de journée Merci et pour bonne tout, fin de merci semaine. Beaucoup, Mathilde, au revoir. super. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bientôt.